Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut! Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je comptais juste prendre quelques secondes pour remercier les 27 participants et participantes qui ont déjà généreusement donné à la cagnotte de Fille Expat. Grâce à vous, Fille Expat va pouvoir continuer au moins pour les premiers mois de 2023. Donc je vous en suis extrêmement reconnaissante. Pour celles et ceux qui aimeraient également nous soutenir, on a besoin de votre aide. Pour l'instant, on a atteint 27% de la cagnotte. Il reste encore quelques jours, donc je vous mets le lien directement dans la description de cet épisode. Et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous! Alors oui, vous allez vite le remarquer, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui malgré la fatigue car mon invité se trouve en face de moi. Coucou Lorraine! Salut! En 80 épisodes de Fille Expat, c'est seulement le 3e que j'ai le privilège de faire en face à face. Ça fait un ratio de 4%, moi qui aime bien les chiffres. J'adore tellement ça. D'ailleurs, si un sponsor m'écoute et souhaite me sponsoriser pour que je puisse aller directement interroger mes invités en face à face, surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis preneuse. D'ailleurs, ça serait un réel plaisir pour moi de cuisiner. J'ai cuisiné pour toi, mais on n'a toujours pas mangé. Non. On est bonnes françaises qui font durer l'apéro pendant 3 heures. C'est ça. Donc voilà, merci à toi Lorraine aussi d'avoir fait 1 heure de transport en commun pour venir chez moi. Parce qu'on se trouve à Montréal et donc merci d'avoir pris la place derrière mon micro. Et d'ailleurs un big up à Manon, l'amie que nous avons en commun et qui nous a mis du coup en relation. Manon qui est actuellement en Égypte. On pense à toi et on t'envoie plein de gros bisous. Bon alors, es-tu prête à parler de ton expérience d'expatriation? Je suis prête. D'abord, dis-nous ton âge. 33 ans. 33 ans, je vais pas dire toutes ses dents, mais si je le dis c'est trop tard. Comme tu le sais, parce que je sais que t'écoutes plusieurs épisodes, dans la saison 5, je posais des questions vraies ou faux. Je le faisais pas pour la saison 6, mais ça m'a manqué. Donc du coup, j'ai décidé de le reprendre avec toi. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, question numéro 1. C'est en Afrique du Sud que l'on trouve la plus longue route des vents. Oh oui, la route 62. Ouais, bravo. Et qui va de quelle ville à quelle ville? Qui va de Robertson, George, Peut-être. un truc comme ça. Moi, j'ai lu entre Cape Town et Port-Elizabeth. Ah oui, non, alors, oui, d'accord. Ouais, ça, mais c'est... je pense que les tiennes, elles sont sur le chemin, en tout cas. C'est ça. Ouais, donc c'est fou. D'ailleurs, moi, je sais que le vin Two Ocean, que j'ai acheté assez régulièrement parce qu'il coûtait pas cher et il était vraiment de bonne qualité. Donc, on parlera de tout ça plus tard. Oui, parce que d'ailleurs, on va parler de l'Afrique du Sud. Pardon, la pâtie. Ça va pas du tout. J'ai bu trop de vin. Deuxième question. Il y a 2 capitales en Afrique du Sud. Il y en a même 3. Donc, tu vas répondre faux. 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 Il y en a même 3. Pretoria, Cape Town et Bloemfontein. Ah, je suis contente que tu l'as dit celle-là parce que j'étais pas sûre de comment ça se prononce. Mais du coup, oui. Bloemfontein qui est juridique. C'est ça. Pretoria qui est administrative et Cape Town qui est législative. C'est ça. Ouais, bravo. Et il y a, tu sais combien il y a de provinces? 7. 9. Bon, ça c'était un petit bonus, hein. T'étais pas obligée de répondre pour ça. Et d'ailleurs, j'étais juste surprise de lire qu'ils ont tous un propre gouvernement. Alors, est-ce que c'est comme au Canada où chaque province a un peu son gouvernement, mais il y a quand même le fédéral qui gère... C'est un peu moins marqué qu'au Canada. Mais oui, effectivement, il y a des différences de provinces en Afrique du Sud, mais ouais, c'est moins marqué qu'au Canada en termes administratifs. Ok. Et toi, du coup, comme on est sur le thème des provinces, t'étais dans quelle province? J'étais dans le Western Cape, parce que j'étais à Cape Town, qui se situe du coup dans le Western Cape. Ok, super. Et bien, dernière question. Le drapeau actuel de l'Afrique du Sud a vu le jour en 1994. Non, moi je pense pas. C'est plus vieux, je pense. Eh ben non, c'est vrai. C'est vrai. Justement, c'est pour ça que je voulais le signaler parce que je me suis dit waouh, 1994, ça me paraît tellement proche.
Et pourtant, c'est vrai, c'est à l'occasion des premières élections nationales non raciales que le drapeau actuel a vu le jour. D'ailleurs, il est chargé de symboles, donc là je vais lire mes petites notes, parce qu'il rallie à la fois le reflet des éléments de l'histoire du pays et des espoirs de l'avenir. Et Nelson Mandela, bon d'ailleurs lui il mérite un propre épisode à lui-même, mais il disait que ce drapeau représentait l'évolution historique de l'Afrique du Sud. Et pour info, d'ailleurs je vous invite à aller voir le drapeau, je le mettrai sur Instagram également, mais le noir symbolise le peuple présent sur les terres avant la colonisation. Le jaune or représente les ressources naturelles de la terre comme les diamants et le bleu et le rouge sont les colonisateurs néerlandais et anglais. J'ai jamais parlé des drapeaux aussi de temps en temps. Ouais. Je pense que tu le sais. Maintenant, je vais te laisser la parole parce que moi, ça fait 1 heure que je raconte ma vie et que je ne sais absolument rien d'elle et pourtant elle est chez moi. Donc maintenant, c'est à ton tour. Je te laisse la parole. Si tu peux revenir en arrière et nous parler de Lorraine, qui elle était, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait comme études, de quelle famille, etc. etc. Ok. Ben déjà, en fait, je pense qu'on peut commencer par l'envie de bouger. Se manifeste tout de suite. J'ai déménagé tous les 3 ans avec mes parents quand j'étais de ma naissance jusqu'à ce que je devienne indépendante. C'est dans le cadre du travail de ton Ouais, mon père travaillait chez EDF. Ok. Du coup, on déménageait à peu près tous les 3 ans. On allait en province, on revenait en région parisienne, on allait en province, on revenait en région parisienne. Donc voilà, m'attacher à des lieux et des gens, c'était déjà pas mon cas. Donc, Parce que j'allais dire, c'est pas dur quand même, t'avais des frères et des sœurs? Non, je suis fille unique. Ah, t'es fille unique? Oui. Mais ça devait être un peu compliqué, non? Quand t'es petit, c'est pas très grave en fait. Bon après ils sont attachés à ce que je fasse tout mon collège par exemple au même endroit et après j'ai fait tout mon lycée au même endroit. Mais ça m'a jamais trop dérangée. Moi j'aimais bien le changement et du coup j'aime toujours le changement. Donc c'est là que les expatriations commencent. J'aime bien parce que t'as dit tous les 3 ans, non? Oui. Moi je parle du syndrome des 3 ans, t'as déjà entendu parler? Ah non? Non, tu verras dans certains épisodes j'en parle où je dis je pense qu'il y a un syndrome des 3 ans où quand t'es expat au bout de 3 ans tu commences à dire il faut que je bouge et là tu me dis tous les 3 ans. Donc voilà, ça confirme. Bon c'est ça, c'était le contrat. Bah vous c'était le contrat ouais, mais du coup tu verras dans 3 ans t'auras envie de partir. Ah ouais? Bah du coup c'est pas le cas pour l'Afrique du Sud. C'est vrai. Donc c'est marrant. Après je fais des études, je savais pas trop quoi faire dans ma vie. Je fais des études très générales, très généralistes. Je fais une école de commerce et l'école de commerce m'amène à devoir faire des stages et je profite de ces stages pour partir à l'étranger, j'en profite. Parce que le voyage aussi faisait bien partie de tous les ans. Avec mes parents, on allait partir, on faisait un grand voyage. Donc ça, j'avais l'habitude. Donc dans les stages que j'ai pu faire, j'en ai fait un au Maroc, un en Australie, un au Canada. Et je découvre en fait au fil de mes stages le petit milieu des agences de voyage à l'étranger. Des agents locaux en fait. On appelle ça des agences réceptives parce qu'on reçoit les clients à destination. Mais du coup, est-ce que tu les trouves déjà sur internet en avance ou c'est... Non, alors c'est soit l'agence sur place a son site internet et les gens du coup s'adressent à toi via un site internet. Okay. Soit tu travailles en B2B avec des agences en France qui t'envoient du coup leurs clients. Ok. Ouais, B2B, c'est business to business. Oui. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. C'est une ça, entreprise qui communique avec une autre entreprise. Voilà. Du coup, c'est un tout petit milieu, le milieu du réceptif. Tout le monde se connaît au final, c'est incroyable. Et donc, je fais un premier stage en Australie, dans une agence réceptive. Derrière, ça m'emmène très vite dans une agence réceptive au Canada. Et derrière, en fait, je finis mes études et je me dis, bah moi j'ai envie de repartir là et de commencer ma carrière là-dedans. Contrairement à toi qui marche vachement à l'instinct, moi je suis beaucoup plus terre à terre et j'ai besoin de sécurité. Je suis jamais partie à l'étranger sans avoir trouvé un boulot avant. Non mais attends, ça c'était moi à 33 ans, j'étais comme toi, hein. J'ai un petit peu mûri, maintenant j'en ai 36, maintenant je marche à l'asta, mais avant j'étais comme toi. Ok. Mm-hmm. Donc à la fin de mes études, je cherche un job dans le milieu des réceptifs à l'étranger et je me retrouve en Afrique du Sud. Voilà. Et est-ce que tu te souviens du moment où justement tu as cette opportunité? Est-ce que tu en avais d'autres ou t'avais que l'Afrique du Sud? J'en avais d'autres, j'avais été contactée par le Mexique, mais je crois que l'Afrique du Sud, en fait, comme c'était un réseau d'agences, l'Afrique du Sud a tout de suite dit on veut l'embaucher, donc laissez-la moi. Ok. Mais tu connaissais rien de l'Afrique du Sud? J'étais déjà allée en vacances okay. Une fois, en plein mois d'hiver, en plein mois de juillet. À Cape Town et c'était horrible, il faisait 13 degrés alors qu'on quittait la France, il faisait 26 degrés, 30 degrés, on attend les mois d'été pendant toute l'année et on part en vacances au Cap où il fait 13 degrés. J'étais dégoûtée. Parce que du coup ils ont les saisons inversées? C'est ça, hémisphère sud. Ok.
Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est logique. Donc je connaissais, mais j'avais pas un super bon souvenir de Cape Town, en tout cas. Ok. Parce que du coup, est-ce qu'il y a eu un doute? Est-ce que tu t'es posé des questions? Ou est-ce que t'étais en mode non, Cape Town, ça me donne trop envie, j'y vais et je me pose pas trop de questions? Non, j'y suis allée. En fait, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir parce que il a fallu faire un visa de travail avant de partir. Et l'Afrique du Sud, c'est un des pays. Enfin, je sais pas, je connais pas tous les pays du monde, mais un des pays où c'est particulièrement difficile d'obtenir un visa de travail. Ok. J'ai mis 6 mois à obtenir mon visa. Ouais, des problèmes d'envoi de courrier par la poste, enfin plein de trucs. Du coup, j'ai mis pas mal de temps et j'ai eu bien le temps de réaliser que j'allais partir. C'était un peu long d'ailleurs, parce que tu sais pas, aujourd'hui je peux dire 6 mois, mais à l'époque quand j'attendais, je ne savais pas combien de temps j'allais attendre. Donc c'était un peu dur, tout le monde me dit, mais en plus l'entreprise elle t'attend encore, t'es sûre? Oui, je pense. Parce que du coup, tu faisais quoi en attendant? J'attendais, ouais, je faisais rien. Tu peux rien faire parce que tu peux pas commencer un job. J'avais eu l'opportunité peut-être de faire un CDD d'1 an pour remplacer un congé maternité, mais j'étais là, mais peut-être qu'en fait je suis appelée, enfin mon visa tombe demain quoi, donc bon voilà, j'en ai profité pour repartir au ski, enfin voilà. Ouais. Parce que du coup, est-ce que tu regardes des vidéos, je sais pas, sur YouTube qui disent, qui t'informent sur l'Afrique du Sud? Est-ce que tu essayes d'échanger avec des expats qui sont déjà sur place? Même pas, j'ai même pas fait cette démarche. Tu t'es dit non, pas besoin. Non, j'ai même pas fait cette démarche. Okay. J'étais dans l'attente de mon visa, de nouvelles, et puis je communiquais assez régulièrement pour dire j'ai toujours aucune nouvelle avec l'entreprise. Donc, okay. Parce que l'Afrique du Sud, je pense encore aujourd'hui, et corrige-moi si je me trompe, mais ça a quand même des connotations à pas être très sécuritaire. Mm-hmm. Donc est-ce que tu te souviens un peu comment ton entourage a réagi quand tu leur as dit je pars en Afrique du Sud? Étant donné que j'étais déjà allée et avec mes parents en plus, ils savaient où est-ce que j'allais mettre les pieds. Non, j'ai pas eu trop la question. J'allais à Cape Town. Après, quand les gens connaissent pas forcément, ils peuvent pas savoir forcément, mais Cape Town, c'est une ville un peu plus sécuritaire que Johannesburg ou Durban. Non, j'avais pas trop ce sentiment-là. Non, j'étais sereine. Ok. Non. Du coup, recherche de logement, etc., t'étais en mode... Même pas. Je suis partie. Et tu me dis que t'as besoin d'avoir des... Mais j'avais un job. Ok. J'avais un job. C'est vrai qu'on nous dit, il faut avoir un job. Si t'as une job à Montréal... À Montréal. Big up aux Québécois. Si t'as une job, du coup, t'es bon. Ouais. Mais quand même, il faut bien que tu dormes quelque part. Ouais, mais j'ai pris un Airbnb pendant 4 jours. Ok. Et pendant 4 jours, mon but c'était d'avoir tout bouclé. Trouver un hébergement, acheter une voiture, wow. ouvrir un compte en banque. Toutes les démarches qu'il fallait pour avant de commencer à travailler, je voulais toutes les faire en 4 jours. J'ai réussi. Trop bien. J'ai réussi, j'ai trouvé une coloc, j'ai acheté une voiture, j'ai ouvert un compte en banque et j'étais l'esprit libre pour commencer à travailler. Ouais, parce que du coup, venant de France, est-ce que c'est facile de faire tout ça? Alors, déjà quand t'as un visa de travail, c'est obligatoire. Un touriste peut pas ouvrir un compte en banque. Par contre, c'est le fameux, il faut une preuve d'adresse. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour louer un logement, on veut s'assurer que tu as un compte en banque, mais pour ouvrir un compte en banque, on veut que tu aies une preuve d'adresse. Donc les démarches au début sont vraiment... tu te confrontes à l'administratif sud-africain et là tu te dis waouh. Mais tu sais, je pense que c'est partout pareil. Oui. Même là, quand je suis rentrée en France, ça a été le même bordel. Mais du coup, toi, t'as fait comment? C'est quoi ton petit conseil si quelqu'un arrive? Non, j'ai réussi. Je suis tombée sur des propriétaires assez sympas qui m'ont fait signer un bail. Je suis tout de suite allée ouvrir le compte en banque à la banque qui était au pied de l'immeuble. Et voilà, j'ai réussi à tout faire en même temps. C'est juste qu'il faut prendre le pli, de la lenteur, de faire tout en anglais avec des accents très différents. Donc voilà, après, acheter une voiture. Bon, j'avais des fonds en France. Tu payes cash ta voiture, donc c'est bon. Voilà, puis là, j'ai commencé à travailler. Donc en tant que conseillère voyage pour vendre l'Afrique du Sud à des Français. Trop bien. Est-ce que c'est facile de vendre l'Afrique du Sud aux Français? Vends-nous l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, destination complètement dépaysante. Si vous voulez faire du safari, mais pas que, c'est là qu'il faut aller. Parce que toutes les destinations Kenya, Tanzanie vont être très portées safari. Quand l'Afrique du Sud va offrir du safari, mais aussi des plages, de la route des vins, des beaux paysages, des randonnées. Il y a même un canyon, le 3e plus grand canyon au monde. Des villes. Comme Cape Town, comme Johannesburg, comme Durban. Donc c'est une destination super familiale. Pour faire aussi de la lune de miel, tu peux faire de l'extension balnéaire au Mozambique pour les lunes de miel. C'est une destination sur laquelle tu n'as pas de décalage horaire avec la France.
Il y a des vols de nuit. Tu pars à 22h de Paris et 10h du matin, t'es le lendemain du coup Trop bien. en Afrique du Sud. C'est voilà, une destination qu'il faut visiter. Ouais, en plus, du coup, tu sais, je prépare quand même un petit peu mes épisodes. Même si je ne sais rien de toi, je prépare quand même un peu sur l'Afrique du Sud. Et du coup, oui, je disais qu'il y a quand même nettement moins de touristes qui vont en Afrique du Sud comparé aux États-Unis. Mais du coup, j'entendais que le pouvoir d'achat en Afrique du Sud, il est quand même meilleur parce que du coup, tu peux aller dans des restaurants, bien manger et boire du bon vin et tu t'en sors pour 2 ou 3 personnes pour 60 €. Est-ce que tu confirmes ? Ah, complètement. Ouais. Pour un touriste, pour un Européen, l'Afrique du Sud va vraiment pas être cher. Le taux de change est si intéressant que, et encore, le rand, donc la monnaie locale, s'est dévaluée. Je suis restée 7 ans en Afrique du Sud. Dans mes 7 ans, j'ai connu un taux de change qui a monté, qui a descendu. C'est hyper volatile, le rand. Du coup, ça devient de moins en moins cher pour un Européen de voyager en Afrique du Sud au fil des années, parce que le rand se dévalue. Du coup, oui, quand t'es européen et que tu voyages en Afrique du Sud, rien ne coûte cher. Quand tu vis là-bas, que t'as un contrat local, que t'es payé en rand, bon, la vie peut vite ressembler à une vie dans une ville en France, bon, pas Paris, mais voilà, une grande ville en France. Les rapports sont un peu les mêmes quand t'es payé localement, quoi. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question parce que du coup, si tu prends ton ratio de ce que tu gagnes, mais une fois que tu payes ton loyer, que tu payes ton assurance voiture, etc. Est-ce que du coup tu te retrouves proche de zéro ou t'as quand même suffisamment de quoi sortir, de quoi profiter, de voyager, etc. Tout dépend de ton salaire, mais ce qui est surtout bien, c'est que faire ses courses ou aller au restaurant, ça coûte pareil. Ça coûte super cher de faire ses courses en Afrique du Sud, alors qu'au restaurant, ça coûte... en fait, la main-d'œuvre coûte pas cher. Donc, au restaurant, c'est vraiment pas cher. Au restaurant, comme tu dis, hein, tu t'en sors, tu manges très très bien. 60 €, là, c'est limite gastro. Oui, oui, il parlait que justement c'était un resto assez Ouais, classe. Ouais. Il y a beaucoup de restos très gastronomiques là-bas, qui pour un Européen, on paierait 3 fois le prix. Wow. T'as des très très bons restaurants et ça coûte vraiment rien pour un Européen quand il ramène ça en euros, quoi. Wow. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas posé cette question, mais là j'ai envie de te la poser. Est-ce qu'il y a un moment donné, pendant que t'étais là-haut, au début, au milieu, vers la fin, peut-être pas la fin, parce que à mon avis t'es partie pour une raison, mais est-ce que tu t'es dit, putain, qu'est-ce que je fous là ? Au début, ouais. Au début, quand c'est un peu dur au boulot, parce que le boulot a été un peu dur au début, je suis arrivée, c'était vraiment en mode start-up. On travaillait depuis l'appartement de mon patron. On était 2. C'était un peu dur au début, j'avais un peu de mal à me faire des amis. Dans ma coloc, ça se passait pas très bien. Les mois d'hiver... Alors, les mois d'hiver, bon, je suis au Canada. Tout le monde me dit tu vas voir la neige, mais les mois d'hiver en Afrique du Sud et notamment au Cap sont très longs. En fait, Cape Town, c'est une telle ville d'outdoor. Il y a tellement de choses à faire à l'extérieur. Tout est fait tout est fait en étant dehors. Que du coup, quand tu te retrouves pendant les mois d'hiver qui sont donc de juin à octobre, les journées sont longues, c'est pluvieux. Et puis alors, c'est très très mal isolé. Les maisons, tout est très mal isolé. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de double vitrage. Donc t'as froid tout le temps. Ah. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie en Afrique du Sud. C'est vraiment, je fuyais sur la fin de mon expatriation là-bas. Tous les mois d'hiver, je passe, du coup, en plus, hémisphère sud, tu pars en Europe. Oh, punaise. Tu pars en Europe et tu vas connaître l'été parce que vraiment, l'hiver en Afrique du Sud, je le vivais très mal. Tu n'avais chaud que dans tes trajets en voiture où tu mettais le chauffage à fond parce que, chez toi, il fait froid, au restaurant, il fait froid, au bureau, il fait froid. Oh, l'horreur. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a poussé à partir ? Non. Mais ça a un peu aidé ou pas du tout ? Non, parce que quand même, les mois d'hiver s'oublient vite quand on est en été de novembre à avril. Ouais, c'est ça. Oui, parce L'été est vraiment long. Oui, parce que t'as pas encore vécu l'hiver canadien, c'est ça ? Si, je l'ai connu. Une petite partie ? Oui. Là, il est vraiment long. Il est quand même vraiment long. Moi, ça a été un des critères qui m'a un petit peu poussée. Mais on en reviendra un peu plus tard. Il y a une question que j'ai envie de te poser avant. C'est que du coup, tu me disais que tu travaillais pour ton patron dans son appartement. Est-ce qu'il était d'Afrique du Sud ? Ou est-ce qu'il était... Non, c'est une boîte française. Ok, boîte française. Boîte française, ouais. Parce que moi, en fait, j'ai pas grande expérience avec l'Afrique du Sud, mais celle-là, je peux la partager parce qu'il parle pas français, donc je sais qu'il n'écoutera pas ce podcast. Mais moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un collègue d'Afrique du Sud dans mon entreprise à Chicago. Donc, il était d'Afrique du Sud, je crois que je l'ai déjà dit. Très intelligent, mais très, très, très hautain, très sûr de lui. Et parfois, il était vraiment très irrespectueux dans sa façon de parler. Et quand on était une femme... Oh mon Dieu. Moi, il m'a même déjà... En plus, il est vraiment trop con. Parce qu'il m'a envoyé des mails
que j'ai fini par imprimer. En fait, je me dis, il est con parce qu'il est en train enfin, tout est digitalisé. Moi, je peux en faire ce que je veux. Au point que j'ai dû imprimer mes emails et les donner à mon manager parce qu'en fait, il me parlait, mais vraiment d'une façon qui était inadmissible dans une entreprise. Et en fait, les gens, enfin, mes collègues me disaient, non, mais tu vois, c'est Dany, tu comprends, c'est parce qu'il est d'Afrique du Sud, machin. J'imagine que c'est pas l'image que je devrais me faire basée sur une personne, mais du coup, moi, c'est un peu l'image que j'ai. Et j'avais eu une proposition en Afrique du Sud, et la façon dont il me parlait, je me suis dit, jamais j'irai en Afrique du Sud. En fait. Ah ouais. Ouais, parce que je me dis, si c'est pour être face à des hommes comme ça. Après, moi, j'étais dans le milieu de la sidérurgie. Ouais. Donc, tu vois, moi, quand j'avais une proposition en Afrique du Sud, du coup, c'était dans le milieu de la sidérurgie. Je me dis, si maintenant je me retrouve entourée de mecs comme Dany, je vais me tirer une balle au bout d'une semaine. Donc, j'ai même pas trop envisagé longtemps l'Afrique du Sud. Mais c'est dommage parce qu'au final, je me suis fait une image basée sur une personne et qui était totalement fausse. Oui, je pense que comme nous, on peut ne pas être très fiers non plus de certains étrangers qui rencontrent des Français très hautains. Donc, oui, t'es juste pas tombé sur la bonne personne. Mais tu vois, quand tu m'as dit un mec horrible, très hautain, j'allais te dire, c'était un blanc. Oui. Ouais, c'était un blanc. J'en étais sûre. Ouais. Là-bas, donc là, c'est vraiment, je parle de mon expérience propre. Là-bas, les races, c'est un truc qui est dans le quotidien. Bah, quand tu vois que le drapeau, c'est de 1994, c'est frais dans la tête de tout le monde. Ah, mais il va falloir des générations pour changer les mentalités. Parce que donc les races, c'est quelque chose qui est au cœur, en fait, de tous les rapports sociaux. Après, on parle ouvertement, les blancs, les noirs, les colords. C'est donc, les colords, c'est on va dire des métis, mais tu peux avoir des colords très clairs comme des très foncés. C'est en fait à l'origine, les colords, les esclaves des colons. On les appelle au Cap les Malais, parce qu'ils venaient de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines. Donc ils sont déjà un peu typés et ils se sont vachement mélangés. Donc voilà, c'est devenu les colords. Ils sont arrivés aussi avec toute leur culture culinaire et tous leurs épices. Donc il y a vachement il y a la cuisine cap-malaise au Cap qui est très identifiée avec plein d'épices. Beaucoup de cumin, de la coriandre, voilà, des épices qu'on trouve plutôt en Asie qu'en Afrique. C'est cool parce que ce que j'ai fait à manger, c'est un peu asiatique du coup. Ah bon. Et quand je cuisinais, je me dis putain, j'aurais dû faire des recherches sur ce que c'était la spécialité de l'Afrique du Sud et faire un truc similaire. Mais oui, j'ai aussi entendu que du coup, si t'as envie de découvrir le monde, il suffit d'aller en Afrique du Sud. Ah ouais, il y a tellement de melting pot, j'ai envie de dire, de mélange, surtout au Cap. Il va y avoir plein d'expatriés, des Américains, des Hollandais, c'est un peu les cousins, les Hollandais, des Anglais. Après, bon, bien sûr, il y a des Français, des Espagnols, des Belges, des Suisses. Mais même entre eux, voilà, t'as des Blancs, des Colords, des Noirs qui vivent au Cap. On ne vit pas au même endroit. Au Cap, notamment, en plus, ça se mélange pas trop. Il y a les quartiers qui vont être plus Colords, des quartiers qui vont être plus blancs, puis les quartiers plus noirs. Mais après ça, tu dirais pas que c'est un peu comme dans toutes les grandes villes, au final ? Bah, à Johannesburg, ça se mélange beaucoup plus. À Johannesburg, t'as une vraie classe riche noire. Et cette classe riche peut se retrouver, du coup, dans des endroits où sortent les Blancs aussi. Donc ça fait un mélange, en fait. Parce qu'au Cap, c'est saisissant. Bon, moi, après 7 ans, je m'étais habituée, mais c'est vrai que quand des gens venaient me voir, ils étaient saisis par... tu rentres dans un restaurant, tous les clients sont blancs, tous les serveurs sont noirs. Je le voyais plus, moi, à la fin, ça. Mais à Johannesburg, on a moins ça. C'est beaucoup plus mélangé, parce qu'il y a effectivement cette classe noire riche qui peut se permettre de se payer la même chose que des blancs. Et on les voit, ces gens-là, cette classe noire riche de Johannesburg, on les voit... venir au Cap pendant les longs week-ends de Pâques. On les identifie tout de suite. C'est vrai ? Ah oui. Bah, les Noirs du Cap, n'ont pas... ils sont très bling-bling. Oui, j'allais dire par rapport à leur façon de s'habiller, etc. Ils sont totalement différents et les Noirs du Cap sont pas du tout sapés de la même façon que les Noirs de Johannesburg. Mais du coup, ils communiquent quand même ensemble ou... Oui. Bah, après, il y a 13 langues officielles en Afrique du Sud. Donc, il y a plein de langues. Bah, la première parlée, c'est le Zoulou. La deuxième, c'est le... En 7 ans, j'ai pas réussi à le dire correctement et avec un accent, mais c'est le Xhosa. Oh, Xhosa. Ouais. Avec les claquements de langue. Ouais. Ça s'écrit Xhosa. Troisième langue la plus parlée, c'est l'Afrikaans, la langue des colons blancs. Et la quatrième, c'est l'anglais. Donc l'anglais est vraiment pas la langue première de tout le monde, mais elle est parlée quasiment par tout le monde. C'est ce que j'allais te demander, si tu vas aller commander à manger ou etc. En général, tout le monde... Tout le monde parle anglais. Il faut vraiment aller dans la campagne, au fin fond, dans les fermes, pour tomber sur des colords qui ne parlent qu'Afrikaans. Parce qu'il y a toute une génération de colords, notamment de colords, qui ont été forcés d'apprendre l'Afrikaans à l'école pendant l'apartheid. Et c'est quelque chose... j'avais des collègues colords, ils rejettent complètement.
la langue afrikaans. Ils la parlent entre eux adultes, mais ils ne l'apprennent pas à leurs enfants. Ils parlent en anglais à leurs enfants. Et à l'école, ils sont à l'école anglaise. Enfin, ils sont à l'école et ils parlent anglais aussi. Donc ils rejettent complètement, mais je comprends, cette langue qu'ils ont été forcés d'apprendre. Ouais, vaut mieux à un moment donné peut-être oublier tout ça. Donc ça passe par la façon de parler. Comment ça se passait pour toi du coup ? Donc là t'es arrivé, maintenant tu travailles, etc. Donc c'était une start-up, donc toi en plus c'est un peu des conditions un peu différentes. Mais c'était quoi ton rythme de vie ? Par exemple, travail lundi, vendredi, etc. Ouais, bah c'est ça. Du lundi au vendredi, faut prendre sa voiture pour aller au travail. On marche pas au Cap. Non, pas de trottoir. Il y a pas de trottoir. C'est vrai ? C'est pas fait pour marcher, puis c'est pas très recommandé. Mais en fait, dans la rue, ça va aussi te saisir que tous les gens sont de couleur, mais parce qu'en fait, tous les blancs sont dans leur voiture. Les distances sont grandes aussi, et ouais, on marche pas. Ça, c'est un truc qui m'a énormément manqué. Et quand je rentrais en France, que j'arrivais à Paris, je voulais jamais prendre le métro. Je voulais toujours aller d'un point A à un point B, même si ça me prenait 1 heure, mais je voulais marcher. Parce que ça manque quand même énormément. Aujourd'hui, à Montréal, je suis aux anges de pouvoir autant marcher. Il y a quelques endroits à Cape Town où tu peux marcher, le waterfront, la promenade à Sea Point, mais c'est juste pas dans les habitudes. Hein. C'est même pas que ça soit pas recommandé, c'est que juste c'est pas dans les habitudes. C'est pas recommandé. Alors là, pour le coup, de nuit, tu marches pas seule de nuit dans une rue non éclairée. Ça c'est une règle. T'évites les gares. Tu vas pas dans les townships toute seule. Tu évites les gares ? Bah les gares. Mais si ton train arrive et qu'il fait nuit. Ah non, mais il y a pas de train là-bas. Ah ok. Non, c'est les gares, c'est juste pour décoration. Bah, il y a des trains, mais ils marchent très très mal. Ils marchent très très mal. Il y a pas de transport en commun en fait. Il y a un bus, mais qui passe pas partout. Mais vraiment, tout le monde a sa voiture là-bas. Ouais, tu vois, moi qui pense, là je pense un peu en mode je suis digital nomade, donc en gros, je vais pas m'acheter une voiture parce que je vais être là temporairement, mais du coup je peux pas prendre les transports en commun. Ah bah du coup, le Uber ça coûte pas cher. Ah ok. Ouais, bon. Par le coup là, du Uber, tu traverses la ville pour 5 €. Ok. Ouais. J'exagère peut-être 5 €, mais c'est vraiment pas cher, ça marche très bien le Uber. Mais sinon, si tu vis là-bas au moins 1 an, t'as une voiture. Donc mon rythme de vie, pour répondre à ta question, c'était du lundi au vendredi, tu pars au boulot en voiture, tu reviens. Et le week-end, c'est ça qui te fait tenir là-bas. C'est qu'en fait, le week-end, tu peux te sentir complètement en vacances. Tu vas à la plage est dans la ville. Table Mountain, au milieu de la ville, qui est un terrain de jeu de randonnée énorme en fait. Tu as plein de sentiers de randonnée. Tu montes en haut de la table et tu vois plus la ville, tu vois juste la nature, la mer de chaque côté. Tu te crois en vacances. Tu pars dans les vignobles qui sont à 45 minutes du Cap, traverses des champs, tu te croirais à la campagne. T'as vraiment une déconnexion totale. Tu peux déconnecter totalement tous les week-ends. Donc ça te fait tenir pour toute la semaine. Et puis il y a tellement de choses à faire. L'été dure tellement longtemps que y a tout plein de concerts en plein air, de festivals. Il y a le fameux Africa Burn qui est un copier-coller de Burning Man aux États-Unis. Africa Burn, c'est pareil, ça se passe dans le désert du Karoo. C'est à 3 heures de Cape Town. Ça devient de plus en plus connu. Ouais, j'allais dire, j'étais pas du tout au courant de ça. Ouais, ça devient de plus en plus connu. Bon, moi, je l'ai pas fait, mais tous les gens qui ont fait en sont venus toujours enchantés. Bon, bref, voilà, des festivals, toujours plein de trucs à faire. Beaucoup d'activités sportives en fait à faire. Là-bas, ils sont très sportifs, du surf, du kitesurf, de la planche à voile, énormément de randonnées, comme je l'ai dit, de la plongée. Tout ce qui est mer et montagne en fait. Trop bien. Mer et montagne, là-bas, t'es entre deux en fait. La ville est entre la mer et la montagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée de s'agrandir, parce que après, on pouvait plus construire quoi. Donc c'est ça, plus de place. Puis ils mettent un grand point d'honneur à préserver leur nature. Ils sont assez attachés à ça, surtout qu'en Afrique, on découvre à quel point les ressources comme l'électricité et l'eau sont précieuses, parce qu'on l'a pas toujours. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement, c'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!